Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accompagner ce soir pour cette 20e édition du prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Je m'appelle Lorraine Bastide, je suis journaliste et je m'intéresse tout particulièrement aux femmes et à la science. C'est pourquoi je suis très honorée de contribuer ce soir à célébrer des femmes de science exceptionnelles. Un épais plafond de verre bloque l'ascension des femmes dans le domaine de la recherche. Un chiffre, puisqu'ils valent mieux que tous les discours, et je crois que personne ne me contredira ici, seulement 3% des prix Nobel scientifiques ont été attribués à des femmes. Aucun en 2017. Cette réalité pose problème, et pas seulement aux femmes de science, à vous, à moi, à nous tous, aux générations futures. Car la science façonne le monde dans lequel nous vivrons demain. Pour que ce monde soit juste, pour qu'il n'oublie personne, il doit être pensé par les deux sexes, surtout quand, comme ce soir, on parle de santé, d'environnement et de biodiversité. Les 5 femmes que la Fondation L'Oréal et l'UNESCO vont consacrer ce soir ont, en plus de leurs immenses connaissances, le pouvoir inouï d'inspirer les jeunes femmes du monde entier. Pour que le message arrive jusqu'à elles, je vous encourage à utiliser abondamment les réseaux sociaux ce soir. Il y a un Wi-Fi dans la salle, le mot de passe est dans votre programme et le hashtag de la soirée est FWIS, F-W-I-S, for Women in Science. Et parce que ce soir nous célébrons un anniversaire particulier, je vous invite à regarder en images ce que la Fondation L'Oréal et l'UNESCO font pour les femmes de science depuis 20 ans.
Et pour ouvrir officiellement cette 20e cérémonie, je vous demande d'accueillir Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, et Monsieur Jean-Paul Agon, président directeur général de L'Oréal et président de la Fondation L'Oréal. Cher Jean-Paul Agon, président directeur général de L'Oréal et président de la Fondation L'Oréal, Madame la maire de Paris, chère Anne, Madame la présidente de la conférence générale, Madame Zohour Alaoui, Madame la directrice générale de la Fondation L'Oréal, chère Alexandra, Excellences, chers amis qui êtes venus très nombreux ce soir et cela nous réjouit, Mesdames et Messieurs. Alors ce soir, nous fêtons un très bel anniversaire, le 20e anniversaire de ce programme L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Et c'est d'abord, et je veux en témoigner, le signe d'une formidable continuité de l'engagement d'une grande entreprise auprès d'une institution, l'UNESCO, qui a vocation, selon les mots de Léon Blum, à être la conscience des Nations Unies. Je veux remercier très chaleureusement Jean-Paul Agon, non seulement pour ce soutien très actif à ce programme, son soutien personnel, mais aussi parce qu'il met en œuvre au sein de L'Oréal les principes d'égalité et de diversité qui sont au fondement de ce programme. Et je crois que c'est très certainement une des clés de la réussite exceptionnelle de cette grande entreprise. Alors nous fêtons cet anniversaire dans un moment particulier, un moment historique, où la voix des femmes se fait mieux entendre et où il apparaît au grand jour que des pratiques ancrées en profondeur dans nos sociétés ne sont plus acceptables. Arriver à déjouer les mécanismes qui empêchent les femmes de prendre toute leur place dans la société est un combat de longue haleine dans lequel l'UNESCO est engagé dans toutes les dimensions de son mandat, les sciences, la culture, la communication et bien sûr l'éducation, qui est la pierre angulaire de ce combat. L'accès à l'éducation, notamment pour les jeunes filles, est une problématique centrale, et notamment l'accès aux sciences, qui doit être encouragé par des programmes spécifiques. Cela a été montré aussi dans le petit film que nous avons vu, mais nous vivons aujourd'hui, et nous vivrons encore plus demain, dans un monde de la connaissance, un monde marqué par une révolution technologique majeure, et tous les défis qui sont les nôtres, ceux de l'agenda 2030 des Nations Unies, passent par le développement de la recherche et de l'investissement dans le savoir. C'est vrai du défi climatique et de la biodiversité, c'est vrai de la révolution des sciences du vivant, de l'exploration spatiale, du défi des données et de l'intelligence artificielle. Nous devons pour cela miser sur l'intelligence collective, ce qui implique de pouvoir compter sur les femmes, de pouvoir compter sur le talent et la créativité des femmes de science. Notre avenir à tous passera par cette capacité à tirer profit de l'ingéniosité humaine dans toutes ses composantes, dans toutes ses sensibilités, pour trouver des réponses aux défis de demain. Et pourtant, les chiffres qui ont été en partie rappelés, les chiffres que nous avons publiés dans le rapport de l'UNESCO sur les sciences, montrent comment, au fur et à mesure que le niveau d'études s'élève et surtout ensuite que le niveau de responsabilité s'élève, il y a de moins en moins de femmes. Seulement un chercheur sur 3 est une femme. On sait aussi que les femmes engagées dans les carrières scientifiques ont moins de chances que les hommes d'obtenir des bourses, des subventions, d'être publiées, ce qui est si important, et d'occuper des postes de direction, que ce soit à l'université ou dans les professions scientifiques dans le secteur privé. Je reviens d'une conférence majeure sur l'eau au Brésil, et on sait que l'eau est un domaine stratégique pour l'avenir de l'humanité. Les femmes sont en première ligne de la gestion de l'eau au quotidien, et pourtant elles représentent moins de 15% des postes de direction dans l'ingénierie de l'eau. Donc on voit bien que là encore, sur un sujet majeur qui nous engage, nous avons besoin des femmes. Ce plafond de verre qui a été évoqué, ces inégalités ne peuvent être brisées que par d'abord une prise de conscience collective, par des normes aussi, mais surtout grâce à l'engagement volontariste de tous, hommes et femmes. Et je veux remercier
à l'occasion de ce 20e anniversaire, l'engagement qui a été pris par des hommes, des scientifiques, dont certains sont avec nous ce soir et qui ont signé une charte s'engageant à faire plus grande place aux femmes. Alors bien sûr, il y a eu des progrès dans les dernières décennies, et encore plus si le regard est plus lointain. Je voudrais citer une femme ce soir, Émilie Noether, qui est née il y a plus de 130 ans dans une ville de Bavière. Cette femme a un nom qui est peu connu du grand public, mais peut-être certains scientifiques parmi nous ce soir la connaîtront. Einstein disait qu'elle avait livré avec son travail un monument de la pensée mathématique, et pourtant cette femme, qui enseignait à l'université, ne pouvait pas enseigner sous son nom. Elle enseignait sous le nom d'un professeur, d'un homme qui l'avait remarqué, qui l'avait encouragée à donner des cours, mais elle devait enseigner non pas sous son nom, mais sous le nom de David Hilbert, ce grand professeur. Ladies and gentlemen, tonight we gather to celebrate the successes of exemplary women and their invaluable contribution to humanity. They follow the path tread by the likes of Émilie Noether and are an endless source of inspiration for our girls. We pay tribute to numerous young talents that will shape tomorrow's world, and we will celebrate the achievement of 5 brilliant women scientists that have been selected by our international jury that I would like to warmly thank. Each one of them has been recognized for outstanding contribution to their respective field, from pediatrics to molecular biology, paleontology, environmental science to developmental biology. From Argentina, Canada, China, South Africa, and the United Kingdom, they demonstrate the role that women can play in science around the globe. This is the sense, this is the meaning of the core of this program. So I would like to tell all these women scientists that first we admire them for what they've achieved and what they will continue to achieve, and that we need them. Thank you very much. Madame la directrice générale de l'UNESCO, chère Audrey Azoulay, Excellences, Madame la maire de Paris, Monsieur le recteur de l'Académie, chancelier des universités de Paris, Mesdames les lauréates et boursières, Mesdames, Messieurs, chers amis, voilà déjà 20 ans que le programme pour les femmes et la science est né. 2 décennies de combats pour donner aux femmes la place qu'elles méritent dans la science, pour valoriser leur puissance créatrice, pour que plus personne ne pense que le progrès scientifique et technique, que le progrès tout court ne peut se faire sans elles. Aujourd'hui, alors même que les consciences s'éveillent et que les voix s'élèvent autour de la cause des femmes, ce défi, comme vous le savez, est plus que jamais d'actualité. Dans le secteur de l'intelligence artificielle, par exemple, un des grands chantiers scientifiques du futur s'il en est, moins de 15% des postes seraient occupés par des femmes. Peut-on l'envisager quand on connaît l'impact de cette nouvelle technologie ? Pour ma part, je ne peux pas et ne veux pas concevoir que l'avenir de l'humanité s'écrive sans les femmes. Nous ne voulons pas d'une société dans laquelle les inégalités de genre se reproduisent, se renforcent et se perpétuent. Nous ne voulons pas tout simplement dans l'intérêt de tous, car évidemment, ces enjeux dépassent largement la question de l'égalité des genres. En tant que PDG d'une entreprise reconnue comme ayant la meilleure performance mondiale en matière d'égalité hommes-femmes, je peux témoigner du lien intrinsèque entre succès économique et diversité des équipes. Les équipes mixtes apportent beaucoup à la capacité d'innovation, à l'efficacité et à la performance. De nombreuses études prouvent qu'elles surperforment les équipes non mixtes, et ce qui est vrai pour l'entreprise est évidemment vrai aussi pour la recherche scientifique. Au soir de ce 20e anniversaire, après 20 ans d'action et d'engagement, notre détermination reste inchangée. Continuer à aller toujours plus loin, à viser toujours plus haut. Car en 20 ans, le temps d'une génération, ce programme mené par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO a déjà commencé et contribué à faire bouger les lignes. Nous sommes fiers d'avoir pu donner plus de visibilité aux femmes de science, fiers d'avoir accéléré la carrière de nos lauréates et nos boursières. Beaucoup déclarent avoir gagné confiance en elles et vu changer le regard des autres sur elles. Leur reconnaissance locale ou internationale s'est accrue. Leurs réseaux se sont développés.
Et que dire de cette communauté de 3000 femmes, femmes scientifiques, véritable force en mouvement qui, à son tour, fait rêver et inspire tant d'autres femmes, dont certaines rejoignent les rangs de la science. En 20 ans, la proportion des femmes ayant embrassé la carrière scientifique a progressé de 12%. Aujourd'hui, près de 30% des chercheurs, comme vous le disiez Audrey, sont des chercheuses. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Et surtout, le véritable problème, c'est que le plafond de verre dans la science subsiste, lui, année après année. Paradoxalement, beaucoup de chercheuses disent ne pas souffrir d'aucune discrimination, mais les chiffres nous ramènent à la réalité. Comme on l'a dit précédemment, seuls 3% des prix Nobel scientifiques ont récompensé des femmes, seuls 11% des postes de recherche de haut niveau en Europe, par exemple, sont occupés par des femmes. Et comment expliquer que tant de femmes abandonnent leur carrière scientifique en cours de route, même après un doctorat? Les mentalités évoluent, mais il n'y a pas de miracle ni de métamorphose spectaculaire. Les biais ne désarment pas. Alors comment progresser? Comment briser ce plafond de verre dont vous parliez et donner aux femmes toute leur place dans la science? Ici, pour cette bataille plus que jamais d'actualité, je tiens à saluer une alliée précieuse, la nouvelle directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. C'est avec vous, chère Audrey Azoulay, que nous allons continuer cette route. Je voudrais réaffirmer le plaisir de L'Oréal de vous savoir part de notre grande aventure. Je n'oublie pas vos propres mots à votre arrivée à l'UNESCO. Les femmes portent la transformation du monde et nous devons les soutenir dans chacune de nos actions. Votre enthousiasme et votre volonté de faire progresser les causes féminines vont donner des ailes à notre programme. Et je voudrais bien sûr remercier avec beaucoup de chaleur toutes celles et tous ceux qui, depuis des années, depuis ces 20 ans, combattent à nos côtés. Évidemment, nos jurys, avec en particulier ce soir une pensée émue pour le professeur Günther Blobel, qui présidait l'un de nos jurys et qui nous a malheureusement quittés le mois dernier. Je pense aussi bien sûr aux membres du conseil d'administration de la Fondation qui sont ici ce soir, mesdames Claudie Aigneret, Béatrice Dautrem, Mireille Faugère, Pascal Cossard et le professeur Corcos, qui nous ont apporté un soutien inestimable. Je salue également nos partenaires historiques, l'Académie des sciences, bien sûr, le groupe ADP et JC Decaux, qui, pour les 20 ans de notre programme, a gracieusement multiplié les espaces d'affichage dans 6 des principaux aéroports du monde pour davantage encore faire connaître et promouvoir les lauréates exceptionnels qui seront récompensés ce soir et aussi sensibilisés à la cause des femmes. Et c'est évidemment vous toutes, mesdames les chercheuses, que je veux féliciter et remercier, car c'est vous qui, en exerçant votre métier avec passion et talent, contribuez à changer le monde. Toutes et tous, nous sommes pleinement mobilisés pour un monde et une société plus inclusifs. Et quand on mène un tel combat, ce qui compte, c'est de faire preuve de résilience, à l'image de la recherche scientifique qui ne s'arrête jamais et pour laquelle chaque victoire est simplement une nouvelle étape. Pour faire progresser nos idées, nous avons aussi besoin de coalitions plus fortes, de nouveaux moyens et de leviers plus puissants. Certains vous seront proposés ce soir, qui ont été un tout petit peu dévoilés par Audrey, et je crois qu'ils vont ouvrir de nouveaux horizons. Nos efforts réguliers et constants, associés à ceux de toutes les personnes, institutions, associations, entreprises, collectivités, qui sont mobilisées pour la cause des femmes, finiront par nous amener à un point de bascule, nous permettant de véritablement entrer dans une nouvelle ère. Et j'aimerais finir par ces mots d'une grande femme qui a elle-même tant milité pour les droits des femmes, Simone Veil. Elle disait « La vie m'a appris qu'avec le temps, le progrès l'emportait toujours. C'est long, c'est lent, mais en définitive, je fais confiance. » Oui, faisons confiance à l'avenir pour parvenir à une égalité pleine et entière dans la science comme dans la société, mais avant tout, faisons confiance à notre volonté et à notre détermination commune pour la faire advenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Azoulay, Monsieur Agon. Vous pouvez regagner vos places. Vos discours nous l'ont parfaitement fait ressentir. La science a besoin de passion.
Et c'est maintenant un panel de passionnés que je vais inviter à me rejoindre sur scène. Alexandra Palt, directrice générale de la Fondation L'Oréal, a souhaité ce soir partager avec vous une conversation avec d'éminentes femmes de science pour faire le point avec elles sur les obstacles qu'elles ont encore à surmonter. Merci d'accueillir Alexandra Palt, accompagnée de la professeure Tebelo Nyokong, chimiste, lauréate 2009 du prix L'Oréal UNESCO et professeure à l'université Rhodes en Afrique du Sud. De la docteure Anne Pépin, qui est en charge à la Commission européenne des questions d'égalité femmes-hommes au sein de la Direction générale de la recherche et de l'innovation, et de la professeure Molly Choyquet, chimiste, lauréate 2015 et conseillère scientifique auprès du gouvernement de l'Ontario. L'échange va avoir lieu en anglais, donc merci de mettre vos casques de traduction pour les non-anglophones. Good evening, good evening. Thank you very much for being with us tonight. On this 20th anniversary, we want to celebrate outstanding women, once again inspiring women. But we would also like to take stock, consider what we have achieved and what remains to be done. We heard in the speeches of Mrs. Azoulay and Mr. Agon that there are more women in science today, but still too few, and what is more preoccupying is their access or non-access to leadership position and visibility. Through the L'Oréal UNESCO for Women in Science Award, we want to help break the glass ceiling by providing outstanding women with visibility, recognition and encouragement. So I would like to ask you a first question. Can you tell us how the For Women in Science Award changed your lives, both as a scientist and as a woman scientist? For me, Alexandra, it made me visible. The media was far-reaching. It reached almost every corner of the world. It made African science visible. It made African women visible. Africa is not just for disease and war, so L'Oréal helped, and UNESCO L'Oréal helped in that respect. It also made a top journal like Nature, for example, asked me to write a commentary on nanotechnology on the continent. So the continent came on the map as a center for science, and this is what this award did. In terms of policy, I was pleasantly surprised to get a message from the former Secretary General of the UN, saying I should join a panel for promotion or to put together a policy for the 40 least developed countries. So we don't always just give money to solve immediate problems. We should also develop their science. And that was a very, very good project. But how did they even know I exist if it wasn't for this award? So we can say that. Then also, I think the involvement of UNESCO is crucial, because I was invited to join the UNESCO Mass in Mauritius to address ministers of science and technology and women affairs. And there were about 30 ministers there, and 200 or so young researchers, most of them women, and to have that influence, to be able to influence policy in that respect was wonderful. I need to say, out of all the ministers, the 3 female ministers are the ones that are still following up on my discussion with them. So I wish to thank UNESCO. I need to thank L'Oréal for making African women and African science visible. Thank you very much. Thank you. Molly, your situation is a little bit different. So tell us a little bit, what did the award bring to you as a woman scientist? Well, first of all, I'm very grateful to L'Oréal and UNESCO because with this award, you've really enhanced women role models, and I think that's really important. So for me, and for sure, it really enhanced my own international stature as a scientist, but also it opened up new opportunities. One of those opportunities was really to have a stronger voice on the role of women in science. As a woman scientist, I was living the role, but I wasn't studying it. And having won the award, I was now given the opportunity to comment and reflect and learn, actually. But it also gave me an opportunity
to influence policy as well. As I recently became chief scientist for the province of Ontario, and certainly, you know, it's not a straight line, but it certainly is something that built on having this award, and has given me now the opportunity to take my knowledge and influence really a culture of science in Canada and enhance that. Thank you very much. And you're yourself scientist, but you got interested in gender issues when you worked at the CNRS in France and then joined the European Commission to work on gender issues. So how do you evaluate the contribution of the award to the advancement of female scientists? Of the L'Oréal UNESCO Award? Award. Well, I think it really helped. I think the two testimonies we had here and over the years, the careers that some of the women have had after this award and recognition is really a key contribution. It's really an important effect, and I was reading this morning about an experiment that's maybe that you may know of asking school kids to draw a scientist. And a recent study showed that compared to the 70s, where maybe 1 to 3% of the kids would draw a woman, over 34% of kids now do that, and more than half of the little girls do draw a woman. And I think the visibility, this prize is one example of such. Thank you very much. Thank you. We are, of course, very honored to be part of contributing to this bigger movement. We commissioned a study for this 20th anniversary of the L'Oréal UNESCO Award. And what we found out is the obstacles these women face during their careers are multiple, that there is not one reason why the progress is slowly, but basically there's a lot of system that comes into it, an unconscious bias and reproduction of a system that excludes women. Tell us a little bit, what is your experience and your opinion of the biggest obstacles we face? For me, I feel, even among the rising stars here, particularly from the developing world, what happens when they go back to their country after all this glamour? The lack of facility sometimes is a huge problem, so they stop going on with research because of lack of facility. So we need some type of mobility to allow them to do that. But also mentoring. L'Oréal held a mentoring session on Tuesday. I learned how to be a good mentor this week. So everybody needs a mentor. A mentor should not be a patronizing person. A mentor should be somebody you discuss with. And I can be mentored too by young people. So both mentoring and mobility are important. But at the same time, I think for the developing world, our governments have a duty to support research. Because research is long-term, it's not short-term, they tend to ignore it. We cannot be beggars to others, to communities. We have got to support our own people so that we keep them in our countries or on the continent. Thank you very much. Molly, how do you evaluate the obstacles? Yeah, I think certainly in North America, we have more of, I would say, an unconscious bias. And it's something that's shared by both women and men in terms of our expectations of what women should do and perhaps our expectations of what men should do. And so that's a really big challenge. And you know, the other challenge I would say for experimentalists, so people who are in labs, either whether it's a chemist or a physicist or a biologist, is that we've actually raised the bar in terms of what our expectations are for those postdocs to achieve before getting a position. And that makes an additional challenge, obviously for men, but really for women as well, because it overlaps, if you want to have a family, that time actually overlaps with the time when you would be starting a family. And that is a big challenge that we really have to overcome. Thank you. And from your point of view and your experience, what do you see as the biggest obstacles? Well, I think it's a systemic problem. You've said that before, and I think
it's something that we need to address on many fronts, and that's also what we have been trying to do when I was in charge of gender equality at CNRS, with great support from the leadership there, and set up a gender equality plan that really addresses the issues that you identified going through an audit of your practices and looking at your figures, at your statistics, and trying to address recruitment, promotion, evaluation of researchers, work-life balance issues, sexual harassment, and really the organization itself, really tackle all those levels. Yes. All that's important. That is a little bit what we found out in our study also, that it's organizational culture, that's academic culture, that everything plays together and pushes women out of science. And base that on research, on the data. And there's a lot of research that shows evidence about unconscious bias, and that helps. Sebelo, you said something about being lonely on the higher you get. Is that still true for women, that the higher you get in your career, the more you progress, the more you feel that It is interesting because I was talking to a colleague this morning. It is lonely. There's a saying that the higher you go, the more lonely it is. But it is lonelier when you are the only woman. We call it a boys' club, where I come from. The boys' club won't quite include you. You have no one to talk to. The thing is also, women must support one another. And we should, that is also the other problem. Definitely. Molly, let's, when we look at the situation, we see that there is still a lot of work to be done on a lot of different levels. But if you would have to cite one or two urgent actions, what would you think is really relevant and necessary to be done to promote women in science? You know, I think really if we want change, it's just not going to happen on its own. And so what we really have to do is be intentional with that change. We've seen change happen at my own institution at the University of Toronto. When I started in 1995, 10% or 11% of the faculty was women. Now, about 20 years later, it's about 20%. So it's not 50% in engineering, and that's obviously the goal. But that's with intentional change. That's with our dean saying, let's make a difference. We can make this happen. And so that, I think, is the most important thing that we can take away from the challenge and the opportunity is let's work together to make change happen. And from your perspective, what are our next steps? One thing we have not really touched upon is actually the way you do research. So really taking into account like any research research outcomes that have implication for human beings, either directly as subjects or indirectly as end users, should take into account possible sex differences, possible gender issues. So that's something that will also help in changing the research, the knowledge, and and the participation definitely. of women. I just want to encourage you to put your mic closer so that everybody So you didn't hear can me. hear you. I didn't want to interrupt you. This gender perspective on research is really important because, as was cited earlier, in artificial intelligence, we see that gender bias and racial bias can be even amplified. We have seen it in medicine, that gender perspective. Is there enough awareness that gender perspective is important in research and that it impacts the quality of research? Do you feel that there is enough awareness? Maybe not. And that's something actually that the European Commission has really pushed forward, integrated that in the research funding programs. And truly, water engineering, that was discussed earlier, many fields really are, all the global challenges should take these aspects into account. Molly, I was just going to add that, the reason why I think it's so important to have women in science and women in engineering
is because we have really big problems that we're trying to solve. And we simply can't depend on only half the population to solve these big problems. And that's why I think it's so important to engage women, engage different perspectives to solve those big problems. Thank you very much. Tibella, pour finish, what is your advice? What are the next steps? What needs to be done to promote women in science? Educate men. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. So this was a wonderful conclusion. We are not going to add anything on this. Thank you. Merci beaucoup. Merci mesdames. Merci Alexandra Palt, Tebelo Nyokong, Anne Pépin et Molly Choiquette pour cet échange de qualité qui montre le chemin qui reste à parcourir. Ce que j'en retiens, c'est qu'il faut encourager le plus tôt possible les jeunes femmes à embrasser des carrières scientifiques. On sait que bien trop souvent, elles abandonnent avant la fin du doctorat. C'est pour cela que la Fondation L'Oréal et l'UNESCO ont créé le programme International Rising Talents. Ce programme permet chaque année à 15 jeunes femmes en doctorat ou post-doctorat, sélectionnées parmi près de 300 boursières sur les 5 continents, de valoriser leur travail de recherche au niveau international. Hier après-midi, elles étaient célébrées devant la communauté scientifique lors d'une conférence organisée par la Fondation L'Oréal et l'UNESCO. Elles ont pu exposer leur sujet de recherche devant leurs pairs. Et je vous propose maintenant ce film afin de faire leur connaissance. Et elles sont bien sûr avec nous ce soir. Elles méritent des applaudissements très chaleureux.
Et maintenant, vous allez pouvoir découvrir les 5 femmes exceptionnelles récompensées par le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science 2018. Pour cela, j'invite Madame Audrey Azoulay et Monsieur Jean-Paul Agon à me rejoindre sur scène pour leur remettre leur récompense. Grâce à l'engagement de la Fondation L'Oréal et de l'UNESCO, depuis 20 ans, 102 chercheuses ont été récompensées. Parmi elles, 3 lauréates ont également reçu un prix Nobel. Christiane Nusslen-Vollart, Ada Yonat et Elizabeth Blackburn, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. L'an dernier, oui, on peut les applaudir, c'est vrai. L'an dernier, le comité de sélection du prix L'Oréal UNESCO a reçu 267 nominations de scientifiques de haut niveau. 51 candidatures issues de 15 pays ont été retenues. Le jury, composé d'éminents scientifiques, a sélectionné 5 lauréates qui représentent chacune une grande région du monde. Avec ce prix, la Fondation L'Oréal et l'UNESCO donnent à ces chercheuses la visibilité qu'elles méritent. Je vais leur demander une à une de me rejoindre sur scène. Notre première lauréate vient du Royaume-Uni. Biologiste moléculaire, elle est reconnue comme chef de file mondial dans le domaine de la biologie végétale. Elle a percé les mystères de l'adaptation des plantes à leur environnement climatique, la façon dont les plantes mémorisent les périodes de froid hivernal, ce qui leur permet de déclencher leur floraison ensuite. Un savoir précieux à l'heure du changement climatique. Je vous invite à la découvrir à travers ce film. We are sitting at the John Innes Centre, which is a plant and microbial research institute in Norwich, England. We arrived in 1988 and I started my independent research lab in this laboratory. Some of them seem to be quite late. Well, given it's probably long days in here, these are quite late flowering. When I first arrived, I decided to work on a difficult problem, which was how plants knew the season they were in and how they adjusted what they did to that season. And then I went one day to a store because I wanted to buy some tulip bulbs and I had a little pot on my apartment. And the man in the shop said to me, put them in the fridge for 6 weeks before you plant them. And that absolutely intrigued me. Why would I want to do that? And I discovered this process of vernalization. So this is when plants need a prolonged period of cold before they can flower. If they need winter, how do they perceive winter, register winter? This is what started this whole process of me studying vernalization for such a long time. And a really big eureka moment was when we realized all of those questions focused on the regulation of one gene. So that was a really big step. So this gene is called flowering locus C, FLC. It's a repressor of flowering. So when that gene is expressed, the plant stays vegetative. You can think of FLC as a brake to flowering. When I wake up in the morning, and even in the middle of the night, I'm always thinking about the regulation of this one gene. Now we can actually influence when crop plants flower. For flowering time, we would go in, take the plant, treat it with chemicals and break a particular gene, and then that plant would flower at a different time. So for example, in Asia, they want very, very rapid flowering varieties. Now we can go in and inform the breeders what to actually look for in their populations at the molecular level. So for lots of reasons, we can actually use our knowledge to help
with producing crops. We realized that the memory mechanisms in plants are the same as the memory mechanisms in human cells. And that was another eureka moment in the lab, because it comes down to the DNA in our cells. And this is the science of epigenetics, because it's how the environment influences our own genes. But we don't understand it terribly well yet. So now we can come along and look in the plant system and dissect the molecular basis of epigenetics, and then transfer that knowledge to the human system. I'm often asked, how did I get into biology? But I was very intrigued by the documentaries made by Jacques Cousteau when I was a teenager. And he was so passionate about what he did and so beautiful images that I went to university and initially studied marine biology. And one year when I was 18, I persuaded my then boyfriend that we really had to drive to Marseille, all the way from Manchester where I was living, to see if we could meet Jacques Cousteau. When I look back, I think, oh gosh, I was only 18 and I was obviously fairly determined at that point as well. Merci d'applaudir la professeure Dame Caroline Jean. On va juste faire une petite photo avant le discours de remerciement. Please, Professor. Good evening, everybody. I would like to thank the L'Oréal Foundation, UNESCO, and individuals such as Sheryl Sandberg for keeping and continuing to raise the issue of gender inequality in our society. The world would benefit so much with a more equal gender distribution and leadership roles. However, unconscious bias makes it very difficult for women to reach the top. When we look around, we see successful women as aggressive or young, enthusiastic girls as bossy. Really, this has to change. In science, when we're running internationally competitive labs, it's very difficult to combine that with raising a family. But we must encourage our young women scientists to conquer those inner self-doubts and actually continue and aim high and combine a career with a happy family life. Because a research career is a real privilege, and more women should have that privilege. So thank you, L'Oréal, UNESCO, for keeping that gender inequality issue alive. I also just want to thank the many young people who've worked in my team over the years. Postdoctoral fellows, research scientists, it's an ever-expanding family, all linked by our love of fertilization and plants. And of course, shared experiences, both high and low. And last, but of course by no means least, I'd like to thank my family who are here tonight for their love and support, which has helped me through many, many difficult times. Thank you very much. Thank you, Professor. You can go back to your seat. Place à notre deuxième lauréate. À Toronto, au Canada, ses recherches portent sur la formation des cellules de notre corps dans les premiers instants du développement de l'embryon. Son travail sur le développement des gènes lui vaut une renommée internationale, tout en plaçant très haut les valeurs d'éthique et de transmission. Elle ouvre la voie à de futures innovations thérapeutiques. Je vous invite à faire sa connaissance en images.
so the very nice thing about having a lab in the hospital for sick children is that you really are inspired on a daily basis by the kids here, what they go through, what their families go through. You're providing hope to the families and to the future. Can you show me the cells? Yes. Good. In this incubator here. In this incubator? Okay. The cells that Amy has here are cells from originally from a patient with cystic fibrosis, and we know there's a very common mutation that causes most kids' disease, but they do look fine. Are they growing feeder-free, or are they on feeder? They're feeder-free. Excellent. So I've been fascinated forever in how human beings come from a single cell, the fertilized egg. That's a miracle. All the cells contain the same DNA, the same genes, and yet here we are, we're a mixture of muscle and bone and skin, and not only do we have all the right cell types, we put them together in the right order, largely. Now, things can go wrong, but it's amazing how often it goes right. I work on the early embryo, and one of the cell types that you see in those very early blastocysts are pluripotent cells. Now, what does that mean? That means these are cells that actually make all the cell types in our body. And I ask, well, if we could understand the first decision that cells make, how you make the cells, the pluripotent cells versus the placental cells, maybe that's a model for understanding other cell decisions. There's 3 things on here, 3 different gels. More recently, we've been able to ask, what are the genes that are differently expressed between the 2 cell types, and how does that play out in the embryo and in stem cells as well? I would never have predicted where we're at today. I would never have predicted gene editing and the ability to manipulate the genome. I never predicted where stem cell research is today, where we're ready to take stem cell therapies to the clinic. These are bioreactors, so it looks like a little robot, but inside there are cells grown in a controlled environment. But among the things that are grown here are cells to treat cardiac disease, Parkinson's disease, other kinds of diseases. It's amazing. It's amazing. It's very difficult if you're a family with children with serious diseases. We want to show them that research can help. We also have to tell them the research we do today may not help your kid, but you will help children in the future. I'm a builder. I like to build teams. I like to build institutes. I like to build buildings. People in the lab, like me, can work on stem cells, but I can't take those stem cells and really put them into patients. We need teams of engineers. We need teams of clinicians. We also need ethicists and lawyers to help us work through the ethical issues, the regulatory issues. So I truly believe that science is an international language that brings people together across all nations. We're all striving to discover how the world works and how to make the world a better place. And scientists together can break down the walls that divide nations. Merci d'accueillir la professeure Janet Rosent. Please, Professor. Thank you. It's a real honor and a privilege to receive this award. It's an amazing award. It's not only receiving the award that's so exciting, but to receive it in the company
of so many other outstanding women scientists, the laureates, past and present, and to me, even more special, the rising talents, because they will be the future. Really, when you think about a career in science, it's a journey, but it's never a journey that you take alone. This past weekend, we actually all learnt that running a research lab is apparently like running a football team. It's not a bad analogy when you think about it. I think I'm the coach. But we also need fans, we need supporters. We need sponsors, people to pay the bills. And of course, importantly, we need the team with a variety of talents who can really make the team successful. And behind it all, you need a strong family support. And I've been incredibly lucky over my career to have amazing mentors and supporters, both female and male, who've really helped guide my path over the years. We've had sponsors, all the funding agencies who've funded my research. Thank you very much. And of course, thank you to the great team of talented students, postdocs, technicians, support staff, facility managers, all with special roles that make the research happen. No team, no research. And of course, thanks also to my family, my late husband, my late daughter, and my son, Robert, who's here tonight. They kept me grounded over the years. I truly believe that science is an international force that can bring nations together. Just look around you tonight. As Pasteur said, la science ne connaît pas de pays parce que la connaissance appartient à l'humanité et elle est la torche qui illumine le monde. Science knows no country because knowledge belongs to humanity and is the torch that lights the world. I hope that all of us here tonight will continue to use the language of science to help make the world a better place. Thank you. Thank you, Professor. Place maintenant à la troisième lauréate. En Argentine, cet écologue étudie le cycle du carbone dans la décomposition des plantes. Son laboratoire, ce sont les grands espaces de Patagonie, encore peu impactés par l'être humain. Elle pratique une science engagée, une science qui donne des outils pour des prises de décision en matière d'écologie et de préservation de l'environnement. Je vous propose maintenant de suivre ses pas. To find the trip. I am Dr. Amy Austin. I work in ecosystem ecology. We are here in Argentina. What really drives a lot of my scientific inquiry is trying to understand how ecosystems work. There are lots of things in an ecosystem. There are plants, there are organisms in the soil, there are other animals in the ecosystem, and so they all work together. And then in that context, there's how much it rains, there's the sun, there's also the soil, and all of those things interact together to make what happens in an ecosystem work. If we don't understand how they work before humans impact them, then we're not going to have a very good chance of understanding what is the human impact itself. Patagonia, I think, is a wonderful place to explore sort of basic ecosystem ecology, that it's very far from most human activity and particularly industrialized activity. And so it can be seen as something that's in a more pristine state than many other ecosystems of the world. It's a critical part of my connection to the science that I do by being there and seeing how these things work. As a child, we lived in the state of Florida, and we were outside all of the time. We were constantly playing outside, and the weather was always nice, and we were very near the ocean. And I think that initial contact and extensive contact with nature was very formative for me in terms of wanting to understand how systems work. Sacarlas de abajo,
What we're going to do is we're going to put litter of the same kind in these 3 different treatments of light. One of the things we look at is the effect of how when we change the amount of solar radiation and the kind of solar radiation that is intercepted by the litter, how important these microorganisms are in terms of affecting carbon cycling and affecting decomposition. The carbon cycle is so central to our understanding of how ecosystems work. It's the movement of carbon, this element carbon, from the atmosphere through ecosystems, and then it returns back to the atmosphere. Human activity has really altered the carbon cycle in many ways. And one of the things that it has done, particularly through the burning of fossil fuels, it has taken this carbon that was stored in a very kind of secret place, a place that no one had access to, and we've consumed that fossil fuel, and we've created carbon dioxide that goes back to the atmosphere. Because of climate change and because of the importance of human impact on the environment, I think that scientists at this point in time, and particularly in the areas in which I work, I think it's very important that we have to engage. And I think that that's something that's sometimes hard for scientists. It is more and more imperative that scientists come with informed decisions and inform the general public as well as students, as well as other scientists. I do feel more pressure to come up with solutions. I do feel more pressure to try and provide information that would allow human beings to make better and more informed decisions. Professeur Amy Austin, vous pouvez me rejoindre sur scène. La petite photo rituelle. Please, Professor. Just a second. You're willing to wait? So, good evening, everyone, and thank you all for being here. So, first and foremost, I would really like to thank the L'Oréal Foundation and UNESCO for the honor of being chosen as the 2018 laureate for the Latin American region. And even more than the honor itself, it is the privilege of having the opportunity to have spent the last week with an extraordinary group of women. The laureates, the other laureates that have also won the prize in this year, and the former laureates that are also, many of whom are present here tonight, but in particular, the extraordinary group of women of the International Rising Talents. You ladies are amazing, and it has been my honor and my privilege to have had some time to spend with them. And so there are many others that I would like to thank as well. I think starting with my parents, I think for sending me outside to play with my brothers and giving me that first contact and that deep appreciation of the natural world. And also inspiring the curiosity to try and discover how ecosystems or how nature works. And also for my many colleagues and students and postdocs and other people that have worked in my research group over the years and are working now and hopefully will work in the future. Because science is truly a collaborative enterprise. It needs a lot of people with a lot of opinions and a lot of ideas. And I think that has been an important part of what I do, and I would like to thank them all for their help. And to my family and friends in Argentina and also in the United States, who have really shown me support through all of this time and have shown me that it's okay to study rotting leaves. And that's okay, and they've accepted that. And then to Carlos, who both supports me and challenges me simultaneously.
intellectually, and he shares his love of science and his love of life with me. Te quiero, amor. And finally, to Patagonia, because I think that it has given me the chance and the opportunity to try to understand it. And I think that has been one of the biggest gifts of all. And so I just wanted to say one more thing, that the world is changing, and it's changing much more rapidly than it ever seems to have changed before. We have technological progress, we have digitization, we have access to information and globalization, and it has created a world of opportunities. But when we think about human impact in the natural world, things are different. Bigger is not better. Faster is not more efficient. Our footprint is too large. And the power of natural ecosystems to save us from ourselves is substantial, but it is not infinite. Please tread lightly. Thank you. Thank you very much, Professor. Thank you. Il est maintenant temps de vous présenter la 4e lauréate et avant-dernière. Cette paléontologue chinoise a consacré sa longue carrière à l'étude des fossiles des hauts plateaux tibétains. Ses découvertes permettent de repenser les origines de l'humanité. Même dans l'adversité, elle n'a jamais renoncé à la mission qu'elle s'est fixée, répondre à la question fondamentale de la science. Qui sommes-nous ? Elle nous a fait l'honneur de nous recevoir en Chine pour partager l'œuvre de sa vie. Everybody asks that kind of questions. Who we are, where we come from, and where are we going? 哎呀，挺好的，挺好的，真的值得好好的做，真的，哎呦，真的挺好的。Paleontologists, they have the first glance on some new animals other people never saw. This is a cranium of a fish, the ventral side of it. And this is 20 times of a specimen which looks like this. First of all, we'd like to know how the Tibetan plateau formed. And we want to know when it formed. The fossils can help a lot in finding out all this. 那个很轻的我来拿好了。你是照相的？没关系，还没有勾线是吧？ This is the first specimen we found with very thick bones. So we said where the muscles could attach. It was a big surprise to us all. We suggested because of the lake or water body they lived in was full of calcium. The fish could not only tell about the environment, it is a very nice indicator of paleoaltimetry. How high Tibetan in a certain place it was. The distinction of this kind of fish, we could see the desertification of the northeastern part of Tibetan plateau about 3 million years ago. I was quite idealistic. I thought I would come back to join the revolution, but it turned out to be different from what I thought.
So we were kept away from our research work for 10 years at least. And I was also sent to the countryside to do physical labor. And I thought I would stay there for my whole life. I never expected I could come back to continue my work. I was quite care about the time. Tried to work hard and finish what I could. When you are working on science, you think about the problems you are going to solve day and night. Je vous demande d'accueillir la professeure Miman Chang. Professor. Bonsoir, messieurs et mesdames. Mesdames, messieurs, I should say. Don't expect too much from me. Je ne parle français. Je peux lire un peu when it's necessary. Mais je ne parle pas. I'm immensely honored to be awarded this year's L'Oréal UNESCO for Women in Science award. But compared with the laureates from the past years and this year, and many worthy candidates, I truly humbled, I should say, to receive this word with deep appreciation and gratitude. On this occasion, it is impossible for me not to reflect on my career in vertebrate paleontology. I started to study paleontology some 60 years ago when I was a student in the Lomonosov Moscow State University. But at that time, my choice of career was even not my own. It was arranged. Much as an arranged marriage, we even have a saying in Chinese, to get married first, then have the courtship. In Chinese, we say, 先结婚后恋爱. Some of you, I think, understand Chinese. I want to thank my Russian and Swedish mentors, Olga Pavlovna Obrucheva, Vladimir Dmitrievich Lebedev,
and Professors Stenscher, Jarvik, and Ervik for guiding in my early years. I want to thank all my colleagues, past and present, in China and elsewhere, for their help to me over years. And I also want to thank my family for their support over the years, especially my daughter, for leaving her to her grandmother when she was only 1 month old. When she came back to me, she was 10. And she never complained. And finally, thank all of you for this wonderful evening. Thanks. Merci and 谢谢. Professor? Notre 5e lauréate est pédiatre et pneumologue. Elle œuvre à l'hôpital pour enfants du Cap en Afrique du Sud. Son travail de recherche sur la tuberculose et la pneumonie a permis de diagnostiquer et de traiter ces maladies chez l'enfant d'une manière infiniment plus efficace et surtout plus accessible, et ce, dans le monde entier. La pneumonie tue à elle seule près d'1 million d'enfants dans le monde chaque année, 60% d'entre eux en Afrique. Partons maintenant à sa rencontre au Cap. Apartheid was a totally unjust system, separating people by the color of their skin. In hospitals, one ward for white children, one ward for black children, a bench that a white child could sit on, not a black child, a beach that could be used by white children, not black children. It totally created the most divisive system, and it was institutionalized racism. My work focuses on child health, particularly child lung health and the diseases that cause most deaths and disability in African children. His temperature's come down nicely and he's not hypoxic. Working with children is an incredibly special thing and really a great privilege. Nelson Mandela said, there is no keener revelation of a society than the way in which it treats its children. Pneumonia is the #1 killer of children around the world. Almost 1 million deaths a year in children under 5 years of age, and a disproportionate burden in Africa, where we see around 40% of all pneumonia deaths occur in Africa. So the reason I focused is because of the huge burden and the need for better strategies to diagnose, prevent, and treat them. So the question of affordability and access to appropriate medicines is very important and challenging in low middle income countries, particularly for children. Fast and hard when you breathe out for the first time. Hard, yes, that's a good one. Good. When I was sitting seeing children come in every day sick with asthma or with tight chests, and I saw that they were getting
medicine by mouth, and that they weren't taking the medicine because it has lots of side effects. It makes them feel horrible. I started to think about how could we use these inhalers, because these are relatively cheap. They really get inhaled therapy to children who need it. And so the missing link was a spacer. There were a number of commercially produced spacers available, but they're very expensive. And so I started to think about how to develop a low-cost spacer that could be used by children. Where's your mama, my sweetie? Give me a high five. Take a picture there. You could see the kind of structures, the poverty, no toilets, no running water in the homes, really poor households. This one measures particulate matter. That's when there's a fire. We take samples when the mother's pregnant to see what the baby's exposed to while in her womb, and then we also take samples after the baby's born. In Africa, there's a huge need. Lots of unanswered questions, lots of research that needs to be done. I think we have incredible opportunities to do that. I am optimistic for the future. I'm not blind. I know we've got a lot of challenges, and I'm thinking not only about South Africa, but Africa as a continent. There are a lot of challenges, a lot of inequity, a lot of corruption and issues to overcome. But if you look at the people who are working for change, the average person who I work with is just so extraordinarily committed to making a difference and to looking after children, to doing things better. I'm optimistic because of those kind of people. Et nous accueillons maintenant la professeure Heather Zarr. Une petite photo. Thank you so much to the L'Oreal Foundation, to UNESCO for this incredible privilege. This award really reflects the work of so many people. I want to thank my students, my mentors, our funders, my institution, Red Cross Children's Hospital and the University of Cape Town, and our many collaborators all over the world, because they have made this possible. I work with the most amazing teams, from community health workers, doctors, nurses, data scientists, lab scientists. The commitment and care of these people to children and to the work they do is extraordinary, and I can only salute that. And to the children and the families and the mothers we work with, thank you. You have taught me so much. To my own family, my late grandmother, who was the first person who actually taught me that women can change the world. To my parents, who gave me a great sense of social justice. To my siblings, and to my husband, Dan Stein, and our children, Gabi, Josh, and Sarah. My daughters are here tonight, and Dan. Thank you. Thank you for reminding me every day of what's really important, for your unconditional love and support. Child health is a crucial concern and an issue for all of us. Every day, millions of children suffer
and millions of children die before they reach their 5th year, and many more suffer ill health. And child health is the road to an adult who is either well or ill. Children are really our future. There has been no better time to apply science to better the health of children and the health of our populations. We need more resources, we need more work, and we need more advocacy. But we must do this, and we must ensure that each child, no matter where they are born, not only survives, but thrives to reach their full potential. Thank you. Thank you very much, Professor. Merci aux 5 lauréates pour ces voyages à la découverte de la science d'aujourd'hui et de demain, de nous avoir fait comprendre aussi comment leur travail change réellement le monde. Notre soirée n'est pas tout à fait terminée. Le plafond de verre dont je vous parlais en début de cérémonie est toujours là. Il continue de freiner les carrières des femmes de science. C'est un véritable changement de culture qui doit avoir lieu. Et pour qu'il ait lieu, il faut que tout le monde s'engage. La Fondation L'Oréal et l'UNESCO lancent ce soir une nouvelle initiative. J'appelle à monter sur scène Alexandra Palt, directrice générale de la Fondation L'Oréal. Lorsque l'Académie des sciences, en France, en 1903, a fait ses nominations pour le prix Nobel de physique, elle n'avait soumis dans un premier temps que le nom de Henri Becquerel et Pierre Curie. Marie Curie, pourtant tout aussi impliquée que son époux dans leurs travaux sur la radioactivité, avait été écartée de la liste. Un seul membre du comité Nobel, le mathématicien suédois Magnus Gustav Mittag-Leffler, réagit et en informa Pierre Curie. Celui-ci écrivait aussitôt au comité de sélection pour dire que Marie Curie devrait être nominée comme lui. Quelle tournure aurait pu prendre la vie de Marie Curie et quelle direction aurait pris l'histoire, la science et le progrès humain si ces deux hommes n'avaient pas agi en faveur de leur brillante consoeur? Marie Curie, un nom qui pour nous toutes et pour nous tous, aujourd'hui ressonne comme celui de l'un des grands génies scientifiques du siècle passé, aurait été relégué aux oubliettes de l'histoire, comme tant d'autres avant elle. Pensons à Nettie Stevens, Rosalind Franklin, Mileva Einstein ou encore Ada Lovelace. Marie Curie, devenue veuve quelques années plus tard, dut élever seule ses enfants. Sans la reconnaissance que lui apporta son premier prix Nobel, aurait-elle pu obtenir le soutien et le financement dont elle eut besoin pour poursuivre ses recherches? Les découvertes révolutionnaires qu'elle fit dans les années qui suivirent la mort de son mari auraient pu ne jamais voir le jour, ne jamais être publiées. La Fondation L'Oréal œuvre avec l'UNESCO depuis 20 ans à ce que la reconnaissance de la contribution de femmes scientifiques ne soit plus une exception, mais que l'égalité de genre dans les sciences devienne une nouvelle normalité. Et nous avons vu que nous avons progressé. En 20 ans, la reconnaissance de la contribution des femmes a augmenté. Cela se produit grâce à des femmes scientifiques d'exception qui ont travaillé sans relâche. C'est leur excellence, c'est votre excellence qui a provoqué ce progrès. Mais nous savons aussi que l'excellence, les compétences et le travail seuls ne suffisent pas à opérer la transformation d'une société vers un nouveau modèle.
celui d'inégalité réelle pour les femmes dans l'expression de leurs talents, dans l'accession aux responsabilités, dans l'exercice de l'influence et oui aussi dans l'accès au pouvoir. Pour opérer une transformation à l'échelle d'une société, il faut plusieurs choses. Il faut bien sûr les précurseurs, celles qui militent sans relâche contre les discriminations, et nous saluons à cet égard la libération de la parole sur les inégalités et les violences faites aux femmes que nous avons pu observer ces derniers mois. Mais pour arriver à un point de bascule, il faut la mobilisation de tous. Pour construire, pour faire société, il nous faut des femmes et des hommes. Aujourd'hui, il nous faut davantage de Magnus Mittag-Leffler, davantage de Pierre Curie, davantage d'hommes de science prêts à rejoindre notre cause. C'est pourquoi la Fondation L'Oréal, en partenariat avec l'UNESCO, est fière ce soir de lancer une nouvelle initiative, baptisée « Les hommes s'engagent pour les femmes en sciences », Men for Women in Science. Nous voulons créer une coalition avec les hommes scientifiques dans chaque pays du monde pour œuvrer à une meilleure représentation des femmes dans les sciences. Nous avons conçu une charte d'engagement permettant aux hommes de mettre en œuvre des solutions concrètes, précises, mesurables, qui répondent aux difficultés qui empêchent aujourd'hui une meilleure représentation des femmes. Accès au financement, recrutement, promotion, reconnaissance en tant qu'auteur, accès aux prix scientifiques, etc. Aujourd'hui, plus de 25 scientifiques éminents, français, moyen-orientaux, australiens ou encore américains, dont certains sont présents ce soir et que je salue, ont d'ores et déjà signé cette charte d'engagement, décidé publiquement à travailler avec et pour les femmes. 2 de ces hommes de science vont témoigner ce soir de leur engagement. J'ai à présent l'honneur d'appeler à mes côtés le professeur Étienne Klein, physicien, directeur de recherche au CEA, sous vos applaudissements, pour partager avec nous quelques mots. Madame la directrice générale, Monsieur le Président directeur général, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et une joie de pouvoir vous dire quelques mots à propos de l'initiative de la Fondation L'Oréal et de l'UNESCO, intitulée donc « Les hommes s'engagent pour les femmes et la science ». C'est une initiative que je soutiens, que je salue, pour une raison qui est tout sauf capillotractée, puisqu'elle est à la fois évidente, empirique et incontestable. Cette raison s'appuie en partie sur un constat brutal qui fut prononcé par l'un des philosophes que j'admire le plus, qui est Ludwig Wittgenstein, qui a écrit ceci: « C'est un coup du sort étrange. Tous les hommes dont on a ouvert le crâne avaient un cerveau. » Lui qui est d'habitude si précis, si soucieux d'interroger ce qu'il y a derrière les mots, si soucieux de parler clairement et de façon juste, n'a dit là qu'une demi-vérité, plus exactement la moitié de la vérité, car il aurait dû ajouter, pour dire l'entièreté du vrai, toutes les femmes aussi, toutes les femmes dont on a ouvert le crâne avaient elles aussi un cerveau. À sa décharge, je dois avouer que je n'ai pas pris le temps de vérifier quel mot Wittgenstein a utilisé en allemand pour dire homme. S'il a utilisé le mot Männer, mon argument tombe. Non, par contre, non, c'est l'inverse. S'il a dit Männer, mon argument vaut. S'il a utilisé le mot Menschen, mon argument s'effondre. Beaucoup de choses ont été dites ce soir et je voudrais me contenter de rendre hommage à 3 hommes qui ont participé à la cause de ce soir en l'anticipant avec une avance parfois considérable. Le premier de ces hommes est un philosophe très peu connu du XVIIe siècle. Il s'appelle François Poulain de la Barre. C'était un drôle de personnage. Il était cartésien, féministe. Il a été un temps prêtre de l'Église catholique.
Il a été un temps protestant. À l'époque, c'était compliqué. Et en 1677, il a fait paraître de façon anonyme un ouvrage intitulé « De l'égalité des deux sexes, discours physique et moral » où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. Il défendait l'idée que l'inégalité de traitement que subissent les femmes n'a pas de fondement naturel, mais procède d'un préjugé culturel. Et j'ai vérifié, le mot préjugé, à l'époque, était tout neuf. Il préconisait donc qu'on donnât aux femmes une véritable éducation, mais aussi qu'on leur ouvrit les carrières scientifiques. Il écrit, par exemple, « Les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes, mais, ajoute-t-il, cela ne peut être établi qu'en refusant deux sortes d'adversaires. Le premier est la pensée vulgaire. Le second est l'ensemble de presque tous les savants. » J'ajoute que ce monsieur François Poulain de la Barre, c'est à lui qu'on doit la célèbre formule « L'esprit n'a pas de sexe » que Simone de Beauvoir avait mis en épigraphe de son deuxième sexe. L'esprit n'a pas de sexe sans doute, mais il y a peut-être des exceptions. Enfin, j'en connais une. C'est la découverte de la fission en uranium-235. Souvenez-vous, en 1934, en 1934, Enrico Fermi, avec son équipe, envoie des neutrons sur de l'uranium. Ils font une analyse chimique de la cible, ne voient rien de spécial. Ils en déduisent qu'ils ont fabriqué le premier transuranien, l'élément 93. Ils publient, et quelques temps plus tard, ils reçoivent une lettre d'une femme qui s'appelle Ida Nodak, qui est allemande. C'est la Marie Curie allemande, comme on l'appelle. Elle a découvert l'uranium. Et elle fait remarquer que les analyses chimiques n'ont peut-être pas été bien faites et qu'on ne peut pas exclure que l'uranium est fragmenté en plusieurs morceaux plus petits. Et l'équipe de Fermi ne prend pas cette idée au sérieux. 4 ans plus tard, Otto Hahn et son équipe refont la même expérience, découvrent du barium dans la cible, pensent que c'est une impureté. Et grâce à un échange de lettres avec Lise Meitner, qui est une femme, c'est elle qui a l'idée qu'il y a eu une fission d'un gros noyau percuté par un neutron lent. Et il semble qu'il faille avoir un cerveau féminin pour comprendre que la lenteur d'un neutron puisse être suffisante pour casser un édifice aussi gros qu'un noyau d'uranium. Je ferme la parenthèse. Le second personnage que je voulais évoquer, c'est Platon. Platon écrit La République. La République, c'est une cité idéale conçue pour qu'on ne puisse plus y mettre à mort les justes. Platon a été traumatisé par le fait que c'est une démocratie qui a condamné Socrate à mort. Et il invente donc théoriquement une nouvelle société dans laquelle il dit ceci. La femme participe naturellement à toutes les occupations. L'homme, de son côté, participe à toutes également. Platon décrète la plus stricte égalité entre les gardiennes et les gardiens de la cité. Il prescrit que les femmes s'entraînent à la lutte dans les gymnases, qu'elles s'exercent à la course et au javelot. Comme les hommes, rien non plus ne doit distinguer leur formation intellectuelle de celle des hommes, et surtout, rien n'exclut qu'elles puissent accéder aux plus hautes fonctions dans tous les domaines. Dans la société grecque antique où les femmes demeuraient écartées des savoirs du sport et des armes, Platon marquait là une vraie rupture, au moins dans le discours. Car nous le savons bien, le problème des discours, c'est qu'ils ont des limites. Et là, les limites sautent aux yeux. Si vous lisez les dialogues de Platon, vous verrez que ce ne sont que des hommes qui parlent entre eux. Il n'y a que 2 exceptions, Diotime dans le banquet, qui définit l'amour, et Aspasie, qui rend hommage aux soldats disparus dans le dialogue qui s'appelle le Ménexène. En vérité, ce ne sont pas elles qui parlent directement, mais Socrate qui rapporte leurs propos. Autrement dit, chez Platon, les femmes ne sont que ventriloquées par des voix mâles. Ça fait penser à une remarque que faisait un grand joueur de baseball américain, qui s'appelle Yogi Berra, qui disait « La théorie et la pratique, c'est exactement la même chose, sauf qu'en pratique, c'est pas vrai. » Le troisième homme est un mathématicien qu'on appelle le prince des mathématiques, c'est Carl Friedrich Gauss. Et c'est un mathématicien qui entretenait au XIXe siècle donc une correspondance avec une mathématicienne, Sophie Germain, qui se cachait pour faire des mathématiques sous le nom masculin d'Antoine Auguste Leblanc.
un peu comme Amy Noether qui a été évoqué tout à l'heure. À l'époque, il était impensable qu'une femme fût mathématicienne. Elle correspondit donc sous ce nom avec Gauss, qui était impressionné par ses travaux sur la théorie des nombres. Mais lorsque les troupes de Napoléon occupèrent Brunswick, où habitait Gauss, Sophie Germain a craint pour la vie de son génial correspondant. Elle a donc demandé à un général français de le protéger. Et c'est ainsi que Gauss a compris qu'Antoine était Sophie. Il a écrit alors une lettre célèbre à Sophie Germain, dont je voudrais lire les dernières lignes, ça sera ma conclusion. Gauss écrit ceci. « Lorsqu'une personne de ce sexe qui, par nos mœurs et nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes à se familiariser avec ses recherches épineuses, sait néanmoins franchir ses entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute qu'elles aient le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires et un génie supérieur. » La messe est dite. Merci pour votre témoignage. Pour finir, un autre témoignage vidéo cette fois-ci. Celui d'un homme qui n'a malheureusement pas pu être parmi nous ce soir. Il s'agit d'un mathématicien que l'on ne présente plus. Médaillé Fields et maintenant député, M. Cédric Villani, qui a tenu à nous apporter son soutien et à vous adresser ce message. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Désolé de ne pouvoir être parmi vous pour cette si belle cérémonie sur un sujet qui nous tient tellement à cœur. Les femmes en sciences, j'y ai été sensibilisé dès mes années d'étudiant, élève en mathématiques à l'École normale supérieure, promotion 92 à Paris. On voyait bien qu'il n'y avait guère de filles parmi nous. Pendant les années où j'ai été directeur de l'Institut Henri Poincaré, presque chaque jour, on me rappelait ce problème. On hébergeait au sein de l'Institut une association qui se consacrait à renforcer la proportion de femmes en sciences mathématiques. Et quand j'ai quitté la direction de l'Institut Henri Poincaré, j'ai été très content de savoir que ce serait une femme qui allait me succéder. On peut dire que ça demande une action particulièrement énergique. Rétablir des chiffres acceptables sur la proportion de filles et de femmes dans les carrières de sciences dures, entre guillemets, mathématiques, informatique, ingénieur, électronique, des métiers qui sont de plus en plus valorisés aujourd'hui, des spécialités de plus en plus importantes dans la fabrique de l'innovation, dans la fabrique du monde de demain. Et on ne peut pas se permettre d'oublier la moitié de l'humanité, ou presque, dans ces carrières. En tant que député, c'est un sujet qui tout de suite est revenu sur mon bureau. Et encore plus peut-être pour le rapport sur l'intelligence artificielle, coordonné pour le Premier ministre. Parce que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui touche tout le monde et qui a des répercussions partout, dans tous les secteurs. Et c'est important que demain soit l'enjeu de tout le monde. Dans la population d'experts en informatique, algorithmique, électronique, en tout genre, qui président aux destinées de l'avenir de l'intelligence artificielle, il y a une très forte majorité de garçons, d'hommes. Et on ne peut pas se satisfaire de cet état de fait. On ne peut pas accepter que ce soit seulement les hommes qui soient en charge d'enfanter, si je puis dire, le monde de demain. Alors c'est notre responsabilité collective que d'agir tous les uns les autres et aussi les hommes, bien sûr, pour faire plus de place aux femmes. On ne peut pas juste attendre que les mouvements chargés de promouvoir les femmes en sciences, basés sur les femmes volontaires, sur les femmes qui sont investies dans ces métiers, puissent faire leur trou. Il faut qu'on leur fasse une place activement. Je suis ravi que la Fondation L'Oréal et l'UNESCO lancent un nouveau programme, Men for Women in Science. C'est exactement l'esprit. Et ça vient aussi avec
les études qui montrent que pour aider les femmes à prendre la place qui leur revient, il faut penser systémique, il faut penser à l'aide qu'on leur fournit activement et pas se contenter de donner les conditions passivement en espérant que ça va fonctionner. Alors, pour demain, pour aujourd'hui, Men for Women in Science, chers amis, tous ensemble, je vous remercie. Merci à Cédric Villani, à Étienne Klein, à ces 25 hommes déjà engagés aux côtés de femmes scientifiques, d'être le premier associé à cette initiative. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour une véritable égalité dans les carrières scientifiques et nous assurer que la science progressera de manière équilibrée dans les décennies à venir pour faire avancer la connaissance pour le bénéfice de tous et nous permettre de répondre aux défis auxquels le monde fait face. Le monde a besoin de science et la science, plus que jamais, a besoin de femmes. Je vous remercie. Merci beaucoup Alexandra Palt. Merci à Étienne Klein. Merci également à Cédric Villani. La soirée touche à sa fin, mais nous n'allons pas nous séparer avant une dernière photo de famille. J'aimerais maintenant que me rejoignent sur scène Audrey Azoulay, Jean-Paul Agon, Flavia Schlegel, nos 5 lauréates, les professeurs Dame Caroline Dean, Janet Rossent, Amy Austin, Mi-Mang Chang et Heather Zar. J'appelle également Tebelo Nyokong, Anne Pépin et Molly Choyquette à me rejoindre, ainsi que Madame Anne Hidalgo, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. J'invite aussi les 15 lauréates de l'International Rising Talents et bien sûr tous les hommes de science qui ont signé l'appel que nous avons lancé ce soir. Quant à vous tous, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette soirée avec moi. Le cocktail, c'est par là. Très bonne soirée à tous. Merci et à très bientôt.